Le palais de justice de Paris, d'habitude animé par toutes sortes de discussions, était soudain plongé dans un calme presque irréel. Le brouhaha des avocats, des greffiers et des journalistes s'éclipsa d'un coup quand la juge abattit son marteau sur le bois, marquant le début de ce procès très attendu. Dans cette salle, où chaque banc semblait retenir son souffle, Claire s'installa avec dignité, le dos parfaitement droit. Rien dans sa tenue n'attirait l'œil, un simple tailleur foncé, des chaussures plates et ce badge accroché à la veste, discret mais porteur de tout le poids de sa présence. Claire ne cherchait pas à paraître forte, mais rien qu'en la regardant, on devinait une volonté qui ne venait pas de la chance. Les années passées dans l'armée s'affichaient dans chaque geste, du pli précis de ses manches à la façon dont elle gardait ses mains bien posées sur ses genoux. Son regard restait en mouvement, scrutant la salle, attentive à la moindre réaction, et sa mâchoire trahissait la tension qu'elle peinait à dissimuler. Ce n'était pas un simple procès, ni une salle ordinaire. Aujourd'hui, ce qui se jouait allait bien au-delà de quelques feuilles déposées sur la table du tribunal. Au centre de ce théâtre, assis sur le banc des accusés, on reconnaissait Julien, son petit frère. Son visage habituellement ouvert était fermé, marquant l'angoisse et le doute. Il jetait sans arrêt des coups d'œil vers Claire, y cherchant la force de tenir le regard droit. Pour lui, elle était le point d'ancrage, la bouée de sauvetage dans cette mer d'inconnus qui le menaçait de toutes parts. Il avait beau tenter de se composer un masque d'indifférence, ses mains témoignaient d'un léger tremblement à chaque fois qu'il croisait le regard sévère du procureur. Dans cette salle étouffante, il devenait évident que la présence de Claire n'était pas anodine. On sentait que, derrière cette posture maîtrisée, résidait une histoire de famille, des années de compromis et de sacrifices. Tout le monde le percevait, même ceux venus ici sans vraiment comprendre la gravité de ce dossier. Le silence qui s'installait n'était pas vide. Il était chargé d'espoir, de peur, de souvenirs partagés, suspendant l'issue du procès à ce lien invisible entre une sœur et son frère. Claire n'avait jamais eu besoin de mots ou de gestes, grandiloquents pour imposer sa présence. Au contraire, c'était précisément son mutisme, cette manière de s'effacer sans jamais disparaître, qui captait l'attention de chacun. Les conversations alentour, pleines de termes juridiques, de comptes rendus et de chuchotements, semblaient glisser sur elle sans jamais accrocher. Chaque expression sur les visages, chaque manière de bouger les documents sur les tables ne lui échappait pas. Discrètement, Claire notait mentalement les regards évités, les silences trop longs, les rumeurs à peine murmurées entre deux avocats, comme si elle décodait une langue cachée derrière les procédures officielles. Ses oreilles traînaient du côté des bancs, réservés à la presse, tournaient vers les familles qui chuchotaient, captaient l'attention chez le greffier qui tapait sur son clavier sans lever les yeux. Peu à peu, elle reliait chaque dialogue à une pièce du puzzle, reconstituant le fil secret qui tissait toute l'affaire et essayant d'en comprendre l'essentiel, bien au-delà des arguments publics. Pas à pas, elle comprenait que ce procès n'était pas celui d'un homme seulement, mais celui de tout un système capable de broyer ceux qui s'aventuraient hors du rang. Même pendant ses réflexions, son regard revenait inévitablement vers Julien, mais tout était fait avec mesure. Pas question de le couver ou de lui envoyer des signaux d'inquiétude. Il s'agissait simplement d'un échange bref, mais dense. Quand leurs yeux se croisaient, il suffisait d'un très léger haussement de sourcils de Claire ou d'une demi-seconde de sourire discret pour rassurer Julien. Cette communication silencieuse était plus forte qu'un long discours. Il comprenait que, quoi qu'il arrive, sa sœur n'allait pas le laisser tomber. À première vue, rien ne semblait extraordinaire dans la relation des deux. Ils ne se prenaient pas la main, n'échangeaient pas de mots doux. Mais ceux qui savaient observer, ceux qui avaient déjà traversé des tempêtes pareilles, sentaient qu'entre Claire et Julien, il existait un lien solide, fait de vécus partagés, loin des regards. Un lien qu'aucune décision de justice ne pourrait affaiblir. Dans cet océan de doute, ce lien leur servait de boussole. Ensemble, sans fracas,
Ils faisaient face à l'incertitude, se donnant confiance, sans avoir besoin de montrer leur force aux autres. Au fond de la salle, près de la porte où la lumière peinait à entrer, entra Marc, un commissaire réputé, pour sa poigne autant que pour son allure presque théâtrale. Son uniforme de la police nationale, parfaitement ajusté, semblait une armure, rendant sa carrure encore plus imposante. Marc ne se contentait pas d'occuper une place. On aurait dit que chaque pierre du palais de justice avait été posée pour servir son autorité. À chaque pas, son regard scrutait les visages présents, dégageant cette tension électrique qu'on ne trouvait que chez ceux qui se savaient intouchables. Derrière lui, son collègue Patrick, plus discret mais tout aussi redoutable, échangeait avec lui des sourires en coin. Il murmurait parfois, se lançant d'un signe de tête, une complicité difficile à ignorer. Les deux formaient un duo reconnu, craint à la fois par leurs subordonnés et par ceux qui osaient s'opposer à l'ordre en place. Il suffisait d'observer comment Marc serrait la main de certains avocats, comment il haussait à peine les sourcils lorsque la juge parlait, pour comprendre qu'il avait ses habitudes ici, qu'il se sentait chez lui, comme s'il contrôlait presque le rythme de la séance. Pour Claire, tout était limpide. Ce n'était pas vraiment l'acte d'accusation qui portait le plus de menaces, mais bien l'ombre que Marc projetait dans la pièce. Autour de lui, la justice semblait toujours légèrement déformée, biaisée par le poids de ses relations, de son influence. L'aisance avec laquelle il balayait la salle du regard, l'assurance qui transpirait de chaque bouton de son uniforme, tout trahissait l'illusion d'impartialité. Il présentait la force brute, mais aussi le privilège de n'avoir presque jamais eu à répondre de ses actes. Dans chaque ricanement étouffé, chaque œillade partagée avec Patrick, Claire comprenait qu'ici, la partie n'était pas équitable. Il ne s'agissait pas seulement de prouver l'innocence de Julien, mais aussi de résister à un appareil qui avait longtemps écrasé la vérité pour protéger ses propres membres. L'oppression n'était pas faite de cris, mais de ce silence pesant, de cette certitude tranquille de ceux qui croient que la vérité ne les concerne jamais. Pour Claire, le défi était évident. La vérité, si elle devait exister dans cette salle, allait devoir lutter contre un adversaire puissant et obstiné, prêt à la tordre jusqu'à la briser. Le moment arriva où la juge appela Claire à la barre des témoins. Tout le monde retint son souffle, ressentant un mélange d'appréhension et de curiosité, car chacun pressentait que son témoignage ne ressemblerait en rien au précédent. Claire se leva avec une confiance sobre, chaque pas mesuré, presque mécanique, comme si la rigueur de son passé militaire guidait toujours sa démarche. Il n'y avait rien de théâtral dans sa manière d'avancer. Au contraire, cette précision tranquille imposait naturellement le respect et modifia l'atmosphère de la salle d'audience. Les bancs craquèrent sous le poids du silence alors qu'elle s'installait. Marc, installé au premier rang, croisa les bras comme pour rappeler à tous sa propre présence, mais même lui semblait calculer comment réceptionner l'impact de Claire. Patrick, quant à lui, afficha un rictus, persuadé qu'aucun témoin ne pourrait bousculer l'ordre qu'il défendait depuis tant d'années. Mais dès que Claire plongea son regard dans celui de Patrick, il perdit un instant son assurance, affrontant un calme inébranlable qu'aucune intimidation ne pouvait ébranler. Quand la juge lui demanda d'énoncer son identité et son titre, Claire répondit d'une voix égale, maîtrisée par l'habitude des situations de crise. Claire Martin, ancien capitaine dans les forces spéciales françaises. À ces mots, un frisson parcourut la salle. On percevait que ce n'était pas son badge ou le dossier sous son bras qui lui conférait de la légitimité, mais le vécu qu'elle traînait derrière elle. Les titres universitaires et grades administratifs perdaient soudain de leur superbe face à cette expérience qui ne s'obtenait ni par piston ni par diplôme. Elle expliqua brièvement les contextes d'urgence qu'elle avait rencontrés, dessinant sans en faire trop le portrait de quelqu'un qui avait fait face à la peur bien plus d'une fois. Les jurés se penchaient inconsciemment vers elle, captés par l'authenticité de son récit.
Marc, qui tentait de garder la main sur le récit, sentit qu'il devait redoubler d'efforts pour rendre son propre pouvoir palpable. Mais tout le monde voyait que ce soir-là, la vraie autorité respirait sur la barre des témoins sous la forme de cette femme qui n'avait jamais cherché à plaire à qui que ce soit. À mesure que Claire détaillait ses souvenirs et son analyse des faits, on sentait le tribunal basculer. L'expérience concrète et la maîtrise du terrain ébranlèrent la façade des certitudes. Là où l'administration imposait sa puissance par les uniformes ou les habitudes, Claire s'imposait simplement en incarnant la vérité, et cela, personne dans la salle n'était prêt à le contester. Le face-à-face entre Claire et Patrick s'installa dès la première question, une joute sourde où chaque mot en dissimulait d'autres. Dès le début, Patrick chercha à prendre l'ascendant, réglant le ton de sa voix comme pour remettre Claire à sa place, laissant entendre que ses liens familiaux risquaient de brouiller sa perception des faits. Il lança, d'une voix faussement amicale, « Vous savez, Madame Martin, l'amour fraternel peut nous jouer des tours. Êtes-vous certaine d'être ici pour la vérité, ou seulement pour défendre votre frère ?» Un frisson traversa la salle, certains cherchant dans le regard de Claire le moindre signe d'émotion. Mais elle ne broncha pas. Habituée à la pression bien plus extrême que celle d'une salle d'audience, Claire répondit calmement, pesant chaque mot comme elle l'aurait fait pour un rapport officiel. « Je ne suis pas ici pour défendre une personne, mais pour rappeler les faits tels qu'ils se sont produits. Je crois que la justice ne peut rien s'offrir de plus précieux que la vérité. Tout le reste est accessoire. » Son ton et sa posture, tout en sobriété, reprenaient sans effort la place qu'on essayait de lui arracher. Patrick insista encore, multipliant les insinuations. Il évoqua le passé militaire de Claire, suggérant qu'il pouvait influencer sa vision ou la pousser à omettre certains faits pour protéger la famille. Cependant, chaque fois, Claire coupait court à ses tentatives, ramenant la conversation aux faits, toujours étayée de détails précis et de documents qu'elle avait pris soin d'apporter. Son calme devint peu à peu contagieux, et on sentait dans le public une forme de soulagement à voir l'impartialité reprendre pied. Peu à peu, le climat d'intimidation que Patrick tentait d'installer se fissura. Sa voix se fit plus stridente, alors qu'il comprenait qu'il n'aurait pas le dessus sur Claire. Les jurés, eux, commencèrent à prendre des notes, le regard attentif, réalisant qu'ici, il ne s'agissait pas seulement de juger un homme, mais de décider si la justice dans ce tribunal allait dépendre de la force des habitudes ou du courage de regarder les faits en face. Grâce à chacune de ces réponses, Claire montrait qu'il fallait défendre la justice dans chaque détail, sous chaque phrase, jusque dans la moindre ligne du dossier. Elle venait de rappeler à la salle entière que même sous les projecteurs, du doute, la vérité pouvait retrouver sa place, dès lors qu'on s'y accrochait sans trembler. Quand Claire termina son témoignage, l'atmosphère était étrangement dense, comme si la salle entière retenait sa respiration. La juge lui adressa un bref signe de tête, et Claire quitta la barre, franchissant les quelques mètres qui la séparaient du public. Mais à mi-chemin, alors qu'elle passait près du banc réservé aux forces de l'ordre, elle sentit aussitôt la silhouette massive de Marc lui couper brusquement la route. Il bougea sans un mot, juste assez vite pour se placer frontalement devant elle, bloquant le passage comme s'il voulait rappeler une dernière fois où résidait le pouvoir. Le geste, quoique subtil, transpirait la menace. D'un mouvement sec, Marc fit tomber, par accident, le dossier qu'il tenait, effleurant violemment l'épaule de Claire. Pour la majorité, l'incident aurait pu passer inaperçu. Mais pour ceux qui observaient la scène avec attention, tout était limpide. C'était une provocation froide, suffisante pour tester la résistance de Claire, mais aussi pour marquer sa domination, une façon de lui signifier qu'ici, certains ne reculaient devant rien pour faire sentir leur autorité. Claire ne bougea pas. Elle resta plantée là, le regard dirigé droit devant elle, ignorant totalement Marc et sa tentative d'intimidation. Elle se baissa calmement pour ramasser le dossier tombé, le rendit au commissaire sans montrer la moindre émotion, puis continua sa marche avec la même constance tranquille qu'en entrant. Ce refus de céder
donnait à la scène une signification toute particulière. La force de la menace s'écrasait contre un mur d'intégrité. Toute la tension de la salle sembla se contracter dans cet échange silencieux. Mais cette fois, quelque chose changea dans l'air. L'injustice n'était plus subie en silence. Plusieurs regards s'échangèrent, et l'on sentait poindre une irritation sourde chez les témoins, les journalistes, voire même du côté des jurés. Certains murmurèrent, l'indignation gagnant lentement les rangs. Marc redressa les épaules avec un sourire nerveux, pensant certainement avoir gardé la main, mais l'impact avait été tout autre. Le silence, jusqu'alors pesant et résigné, se transformait. On y lisait désormais l'envie de ne plus accepter l'inacceptable, de pointer l'abus où qu'il se trouve, peu importe l'uniforme ou l'autorité. Ce simple geste, loin d'intimider Claire, venait d'ouvrir dans l'enceinte du tribunal un espace inattendu, une invitation à la résistance collective contre l'arrogance et la remise en cause de la justice vraie. Face à cette démonstration de force parfaitement calculée de la part de Marc, tout le monde attendait la réaction de Claire. Elle prit une longue inspiration, puis, lorsque la juge lui demanda si tout allait bien, répondit d'un ton aussi maîtrisé qu'incisif: « Je pense que chacun ici a pu constater à quel point certaines frontières peuvent être franchies, même dans ce lieu supposé protéger l'intégrité de tous. » Sa voix ne tremblait pas. Ses mots tombaient, précis, dévoilant à chacun l'ampleur de ce qui venait de se jouer. Marc, tentant de se dédouaner, lança aussitôt « Il s'agissait d'un simple accident, il n'y avait aucune mauvaise intention. » Mais personne n'était dupe. Même ceux qui avaient d'abord détourné le regard maintenant se rappelaient que justice signifiait prendre position face aux abus, surtout lorsque ceux-ci venaient de représentants de l'ordre. Claire n'éleva jamais la voix, mais la façon dont elle décrivit l'effet du geste, la violence sourde d'être agressé là où l'on devrait se sentir en sécurité, fit froid dans le dos à plus d'une personne présente. Elle fit alors appel à Madame la juge Lefebvre, avec une assurance qui imposait le respect. J'aimerais que ce comportement soit noté dans le procès-verbal. Il ne s'agit pas ici simplement de mon ressenti. Cela interroge tous ceux qui croient à la neutralité de ce tribunal. Sa demande ne laissait aucune place au doute. Elle voulait que l'acte ne soit pas balayé sous le tapis, mais reconnu et traité pour ce qu'il était. Sans hésiter, la juge ordonna à Marc de quitter immédiatement la salle. L'ordre, net et définitif, claqua comme un rappel de ce que pouvait encore incarner la justice quand elle se semblait prête à s'appliquer à tous, sans exception. L'éviction du commissaire fit l'effet d'un électrochoc. Celles et ceux qui jusque-là n'avaient fait que subir l'ambiance comprirent que la complaisance n'avait plus sa place ici, ou en tout cas qu'elle n'était plus la norme acceptée. Un nouveau silence se répandit alors, empli d'une énergie différente. Claire soutint le regard de la juge, puis le reporta sur les autres acteurs du procès, signifiant à chacun que, parfois, il faut du courage pour briser le confort de la routine et affronter ce qui doit l'être. Sa détermination montrait qu'aussi solide que soit un système, il n'est jamais invincible devant l'audace tranquille de ceux qui choisissent de s'opposer à l'injustice, même très bien habillés. Dès la sortie du tribunal, l'atmosphère changea brusquement. Sur le trottoir, Julien, menotté, portait ce poids invisible, qui n'était plus celui d'un appareil répressif, clairement visible, mais plutôt d'une fatigue sourde, comme une brume qui s'épaissit avec les jours. Entouré de gendarmes, ou qui l'escortaient vers le véhicule cellulaire, il marchait lentement, le regard perdu quelque part entre les pavés et l'horizon parisien. Après tout ce qui venait de se passer à l'intérieur, une partie de lui s'était résignée. Il était prêt à accepter ce qu'on décidait de son sort, prêt à baisser les bras pour que tout cela cesse enfin, même si cela voulait dire accepter la défaite sans lutter. Claire, quant à elle, écartait d'un revers de main cette forme de renoncement. Elle rejoignit Julien alors que les journalistes commençaient à écrire frénétiquement sur leurs carnets et que les regards de la foule s'attardaient sur eux. Son énergie n'avait rien de l'agressivité, mais elle irradiait d'une indignation sincère et d'un instinct protecteur presque viscéral. Face à son frère,
Elle conserva ce ton ferme qui avait fait son autorité sur le terrain. Tu ne dois pas accepter leur version comme unique vérité. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux ou puissants qu'ils ont raison. Se résigner, c'est leur offrir à nouveau la victoire. Lança-t-elle tout bas, là où seuls les plus proches pouvaient l'entendre. Julien releva lentement les yeux vers elle. Il lut dans son regard toute la force de la conviction, celle qui repousse la fatigue et la peur. Claire posa sa main sur son épaule, geste rare chez elle, mais porteur d'une promesse discrète. On ne survit pas juste en gardant la tête baissée, tu comprends. Ce silence qu'ils veulent, il peut te tuer bien plus sûrement que tout le reste. Laisser passer l'injustice en espérant qu'elle oublie ton nom, ce n'est pas vivre. Refuser d'abandonner, c'est déjà commencer à reprendre la place qu'on te refuse. Julien sentit, malgré tout, une petite étincelle regagner sa poitrine. Les chaînes qu'il sentait sur ses poignets semblaient peser un peu moins. Embué par les doutes, il trouva dans les paroles de Claire une raison de ne pas sombrer, même si tout l'opposait ici à une justice idéale. Pour la première fois, depuis le début de cette histoire, il put croire que la résignation n'était pas la seule option et que prendre la parole, même faiblement, pouvait marquer la différence. Alors que Claire et Julien restaient quelques minutes ensemble sous les platanes, à l'abri du tumulte du tribunal, un homme s'approcha doucement, vérifiant que personne n'écoutait trop près. Il portait un manteau banal et avait le visage de ceux habitués à se faufiler dans l'ombre. C'était Thomas, un journaliste d'investigation connu pour ses enquêtes sur la corruption au sein de la police nationale. À Paris, beaucoup redoutèrent ses articles, car, contrairement à certains collègues, il n'attendait pas la fin des affaires pour raconter la vérité. Thomas s'arrêta à une distance respectueuse. Claire le reconnut tout de suite. Ils s'étaient croisés lors d'une manifestation tendue quelques années plus tôt, alors qu'il cherchait déjà à percer les secrets bien gardés de l'institution. « Je sais ce qui s'est passé avec le commissaire Marc, et cela fait longtemps que ce genre d'intimidation n'a plus rien de rare, croyez-moi, » confia-t-il d'une voix basse. On sentait dans ses propos l'énergie de quelqu'un à la poursuite de la véritable histoire, pas celle des rapports officiels. Il sortit alors de sa sacoche un dossier volumineux contenant plusieurs documents et quelques photographies. Marc n'en est pas à son coup d'essai. J'ai pu rassembler des témoignages, des courriels et même un extrait de vidéosurveillance où l'on comprend assez bien son attitude. Il n'agit pas seul. Il y a des supérieurs qui ferment les yeux, qui couvrent ses actes systématiquement. Cette fois, il va falloir des preuves irréfutables pour faire bouger quelque chose. Thomas parlait avec une conviction froide, sachant que l'enquête ne pouvait plus faire marche arrière. Claire parcourut rapidement les feuilles et comprit aussitôt la portée des informations. Elle leva les yeux vers Thomas, puis jeta un coup d'œil à Julien qui écoutait en silence, mais avec une attention nouvelle, comme s'il découvrait que leur combat dépassait largement le cadre familial. Thomas reprit « Vous savez, seul quelqu'un prêt à aller jusqu'au bout, à risquer sa réputation et parfois bien plus, peut aider à faire tomber ce mur de silence. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Claire, sans hésiter, hocha la tête. Elle savait que s'engager sur cette voie de dénonciation signifiait renoncer à toute illusion de tranquillité. Mais après ce qu'ils venaient de vivre à l'audience et devant le commissariat, reculer n'était plus envisageable. Elle était prête à porter la vérité jusqu'au bout, quoi qu'il lui en coûte. En quelques gestes et quelques regards échangés devant le tribunal, un pacte s'installa presque naturellement entre Claire et Thomas. Sans avoir besoin de mots en trop, ils comprirent l'importance de conjuguer leurs efforts. Thomas se chargerait de retrouver d'anciens collègues ou témoins qui, par peur ou épuisement, avaient disparu du paysage. Grâce à son réseau, il pourrait dénicher ces voix silencieuses, récupérer des preuves ignorées jusque-là, tandis que Claire, forte de sa position et du courage qu'elle avait montré à l'audience, serait celle qui mettrait les projecteurs là où d'habitude tout restait dans l'ombre. Ce nouvel affrontement, plus vaste que le simple tribunal, allait se jouer aussi dans les médias et sur Internet, là où l'opinion pouvait faire trembler les vieux murs.
Claire se préparait déjà mentalement à cette nouvelle bataille. Elle savait que chaque publication, chaque nouvelle information portée par Thomas alimenterait la discussion publique et forcerait certains responsables à sortir de leur confort. Ajout. La sortie du palais de justice, un groupe dense de journalistes et de caméramens s'était formé, installant leurs trépieds sur le trottoir comme à chaque grande affaire nationale. Le flot de questions, de flashs et de micros tendus aurait pu tétaniser quelqu'un d'autre. Mais Claire, fidèle à elle-même, traversa lentement la foule, gardant le regard droit. Les journalistes l'assaillaient. « Madame Martin, pensez-vous que la police protège réellement ses membres les plus déviants ? Allez-vous continuer à vous battre après ce qui s'est passé aujourd'hui ?» D'abord, elle garda le silence, pesant ses mots. Puis, alors qu'un jeune reporter lui demanda « Avez-vous peur des répercussions ?» Claire s'arrêta, le regard dans le vague pendant un instant. D'une voix claire, audible malgré le tumulte, elle lança « Tant que ceux qui abusent de leur pouvoir croiront que tout peut rester caché, il est de notre devoir de ne plus nous taire. Je ne reculerai pas et je m'engage devant vous tous à aller jusqu'au bout. » Cette promesse résonna plus fort que les slogans habituels. Les micros captèrent l'instant. Elle venait de placer publiquement une limite. Julien, à ses côtés, sentit aussi que quelque chose basculait. Ce combat n'appartenait plus seulement à leur famille, mais à tous ceux qui espéraient un jour voir la vérité éclater. Rentrés dans leur petit appartement du 11e arrondissement, Claire retrouva ce mélange de fatigue et d'adrénaline qui la maintenait debout dans les coups durs. Elle n'avait aucun équipement sophistiqué sous la main, juste son ordinateur portable, son téléphone portable un peu usé et tous ses réflexes de battante acquis sur le terrain, à Paris et ailleurs, au fil des années à défendre ses proches. Julien, toujours secoué, s'allongea quelques minutes sur le vieux canapé, laissant sa sœur plonger dans la préparation de la prochaine étape. Elle réfléchissait en mode mission, analysant chaque possibilité, choisissant soigneusement le moment où envoyer un message, ou publier la moindre info. Elle savait que la moindre erreur pouvait tout faire capoter, que chaque minute comptait, et que cette fois, c'était la réputation et le sort de toute une équipe, voire de bien plus, qui étaient en jeu. Patiente, persistante, elle laissait tourner ses recherches sur la toile, fouillant dans les recoins d'archives numériques pas toujours très bien protégées. Grâce à son expérience dans l'associatif, Claire avait encore des accès à certaines plateformes, à des groupes d'entraide et des bases de données oubliées par la hiérarchie. Peu à peu, elle reconstitua, à coups de mots-clés et de dates, la chronologie des événements liés à Marc. Certains fichiers, censés avoir disparu, refirent surface. Des vidéos de caméras de sécurité jamais effacées, des scans, de rapports modifiés à la hâte, des échanges de mails perfides entre officiers. Tout ce que Marc croyait avoir effacé pour se couvrir ressortait peu à peu dans la lumière froide de son écran. Claire comprit, avec un mélange de fierté et de rage, que chaque fausse note, chaque détail négligé par ceux qui croient être intouchables, était une arme pour faire éclater la vérité. Au fil de ses découvertes, elle collecta des preuves impossibles à contester. Des passages vidéo montrant des interventions illégales, des traces de manipulation d'évidence et jusqu'aux signatures numériques de Marc sur des fichiers trafiqués. Chaque lien, chaque image récupérée l'armait un peu plus pour ce qui s'annonçait comme la phase décisive. Ce n'était plus une question d'éventualité ou de courage, mais d'urgence. Il fallait agir vite, car la frontière entre la lumière et l'oubli peut s'effacer en un claquement de doigts, surtout quand des puissants s'activent en coulisses. Pour Claire, la vérité était désormais à portée de main, prête à jaillir au grand jour. À peine Claire avait-elle enregistré sur une clé toutes les preuves rassemblées que les premiers messages suspects commencèrent à surgir sur son téléphone. Pas de nom, pas de signature, juste quelques mots envoyés via des messageries chiffrées que seuls les initiés utilisaient. « Arrêtez maintenant, ou le prochain pas sera le dernier. » Puis d'autres, sur ses réseaux sociaux,
et via des mails anonymes, menaces voilées, tentatives d'intimidation, parfois même des promesses d'effacer toutes les charges contre Julien si elle faisait machine arrière. L'air du salon semblait s'être épaissi. Malgré les volets fermés, Claire sentait le regard invisible du système peser sur elle. Pourtant, ce climat n'était pas nouveau. Elle s'était aguerrie durant toutes ces années à l'armée, puis dans des zones à risque, en Afrique comme au Proche-Orient. Face aux menaces, c'était presque un réflexe. Elle ne montrait ni crainte ni hésitation. Assise à la table de la cuisine, elle relut calmement chaque message, puis transféra les captures à Thomas, leur contact journaliste, tout en renforçant la sécurité de ses dossiers. Le moindre détail pouvait servir, surtout lorsque le danger frappait sans visage identifiable. Julien, inquiet, vint s'asseoir en face d'elle. Il reconnaissait la tension sur le visage de sa sœur, mais percevait aussi cette résolution, tranquille, ce genre de force inébranlable qui ne plie pas face au chantage. Claire le regarda droit dans les yeux pour lui expliquer la situation. « Tu vois, c'est précisément parce qu'on touche un point sensible qu'on cherche à nous faire taire. Ce n'est plus seulement notre combat, Julien. D'autres gens pourraient se réveiller en voyant la vérité sortir. On n'a pas traversé tout ça pour s'arrêter là, surtout maintenant que la preuve existe. On a trouvé l'étincelle, il n'y aura pas de retour en arrière. » Pour la première fois, elle parla ouvertement de cette possibilité-là. Provoquer une onde de choc assez forte pour qu'il devienne impossible de refermer les yeux sur des années d'abus cachés. « On va allumer ce feu, Julien. Pas pour se venger, mais parce que c'est le seul moyen de tout révéler. Maintenant que le secret est entre nos mains, c'est notre responsabilité de le faire éclater, coûte que coûte. » Son ton ne laissait aucun doute. La peur, elle l'avait rangée quelque part très loin pour laisser place à la détermination pure. La nuit tombait sur Paris, mais dans l'appartement de Claire et Julien, il n'était pas question de sommeil. Le calme apparent de la ville cachait leur agitation intérieure. Vers minuit, Claire se leva sans bruit et enfila son vieux manteau sombre. Elle évita d'allumer la lumière du couloir pour ne pas alerter les voisins trop curieux. Elle avait déjà préparé une clé USB dans la poche intérieure. Julien, inquiet mais comprenant la nécessité, fit simplement un signe de tête en guise d'encouragement. Dehors, la ville n'était pas tout à fait endormie, mais Claire connaissait trop bien les itinéraires pour éviter les rues les plus animées. Elle roula lentement dans sa petite Renault, couverte de saleté pour passer inaperçue, et coupa même les phares sur certaines portions désertes. Le trajet empruntait une enfilade de ruelles étroites, de boulevards rarement surveillés, et de passages connus seulement de ceux qui, comme elle, avaient dû apprendre à disparaître quand il le fallait. L'objectif, ce soir-là, n'était pas seulement de remettre des preuves. Il s'agissait de valider tout un pan de l'histoire que l'on cachait depuis trop longtemps. Arrivée près d'un entrepôt désaffecté, elle se gara sans bruit. Là, dans la pénombre, Thomas attendait, l'air tendu mais déterminé. Deux silhouettes, deux alliés qui savaient que le danger était partout autour. Sans perdre de temps, ils échangèrent dossiers, vidéos, documents, et vérifièrent une à une les données recueillies. Thomas lui remit alors 3 grosses enveloppes et un disque dur contenant des années de rapports cachés, montages vidéo compromettants, courriels jamais censés être lus par d'autres que les initiés. « Tout ce qui n'a jamais été vu depuis 6 ans est là », glissa-t-il en chuchotant. Ensemble, ils passèrent en revue les dossiers qui révélaient bien plus qu'un dérapage personnel. Le système entier était construit sur une chaîne de silence, d'arrangement, de chantage. Claire feuilleta rapidement les nouveaux éléments. Plus elle avançait, plus elle sentait l'ampleur de ce qu'il tenait. Ce n'était plus simplement le sort de Julien qui était en jeu, mais celui de dizaines d'autres noms enfouis dans ces pages. L'ensemble de la hiérarchie de la préfecture était exposé, prête à exploser dès que la vérité filtrerait. C'était une bombe. Il ne restait plus qu'à choisir le bon moment pour tout révéler. Les heures suivantes furent entièrement consacrées à trier la masse de documents, à repérer les fautes dans les archives et à dresser la liste de tous ceux impliqués de près ou de loin. Très vite,
Claire et Thomas se rendirent compte que des personnes comme Béatrice, une témoin clé du début de l'affaire, n'étaient pas seulement introuvables par hasard. Loin d'avoir simplement déménagé, Béatrice avait disparu dans un silence pesant. Changement de numéro, compte supprimé, plus aucune trace sur les réseaux. Un ancien collègue, envoyé dans son quartier, n'avait retrouvé que des voisins nerveux, baissant le regard devant la moindre question. L'un d'eux avait murmuré, d'une voix basse, que Béatrice n'osait même plus sortir faire ses courses. Ce schéma se répétait à chaque nouveau nom dans la liste. Certains témoins s'étaient fait menacer ouvertement. D'autres voyaient leurs proches subir d'étranges pressions. L'affaire dépassait désormais largement le cadre d'un simple abus individuel. La violence n'était pas seulement physique, elle était psychologique, structurelle, une stratégie qui effaçait les voix gênantes, qui faisait taire tous ceux qui auraient pu lever une partie du voile. Toutes les tentatives de contact finissaient devant des portes closes ou des silences forcés par l'angoisse de représailles. Face à ce constat, Claire refusa de s'arrêter là. Elle exposa à Thomas son idée, il fallait cartographier tout le réseau, identifier chaque personne, des policiers de quartier jusqu'aux décideurs cachés dans des bureaux ministériels. Il n'était plus question d'accuser uniquement Marc ou telle figure de l'institution. Il fallait désormais remonter la filière et nommer chaque rouage, chaque intermédiaire qui, par son silence ou son action, avait huilé la machine du déni. Ils commencèrent, crayon et ordinateur en main, à dessiner l'arbre de la chaîne hiérarchique, soulignant à chaque niveau les complicités actives ou passives. Thomas trouva même, dans un vieux rapport scanné, l'ébauche d'une réunion interne où la peur d'un scandale public était écrite noir sur blanc. Plus ils avançaient, plus le puzzle s'assemblait, révélant une organisation soudée dans l'ombre, prête à tout pour protéger ses secrets. Pour Claire, la vérité ne passait plus seulement par la dénonciation d'un coupable. Il fallait prouver que le sol sur lequel ce coupable prospérait était pourri depuis longtemps. Pendant que Claire et Thomas reconstituaient la mosaïque de complicité et de manipulation, une tension grandissait également chez Marc, retranché dans son appartement haussmannien, près de la gare Saint-Lazare. La panique montait d'heure en heure. Il restait prostré, incapable de se concentrer sur autre chose que les flashs d'alarme qui tournaient en boucle dans sa tête. Chaque coup de téléphone, chaque bruit dans le couloir de l'immeuble lui hérissait les nerfs. Il dormait mal, jetait des regards inquiets à son téléphone, compulsant ses messages chiffrés dans l'espoir d'une bonne nouvelle qui ne venait jamais. Ses mains tremblaient dès qu'il tentait d'écrire un mail, tant il avait peur que la moindre de ses phrases confirme sa culpabilité. Le sentiment d'être traqué ne le quittait pas. Cela ne venait pas seulement des menaces extérieures, mais surtout de ce qu'il savait désormais impossible à rattraper. Le silence de ses supérieurs, les regards fuyants de certains collègues, puis maintenant la crainte que tout allait vraiment éclater. Ce n'était plus un simple soupçon dans un coin de dossier. C'était une bombe à retardement dont il sentait le tic-tac dans sa poitrine. C'est dans ce climat de peur que Claire se présenta, le matin venu, devant la porte de Marc, un gros dossier à la main, rassemblant tous les éléments collectés au fil des semaines, relevés, vidéos, mails, témoignages. Elle n'hésita pas à lui faire comprendre que la partie était terminée pour lui. D'un ton calme mais ferme, elle lui énonça ses options sans détour. « Regarde bien ce que j'ai là. Tout ce que tu as tenté de cacher depuis plus de 6 ans s'y trouve. Il y a des fac-similés validés par officiers, des enregistrements non censurés et même des collaborateurs prêts à parler. Tu peux tenter, une dernière fois, d'entraîner d'autres personnes dans ta chute, où tu choisis enfin de briser la chaîne. » Dans la pièce, il n'y avait plus de place pour le mensonge ou la manipulation. Marc sentit qu'il était piégé, acculé, sans possibilité réelle de fuir. La peur s'imposait, mais aussi le sentiment que l'impunité avait bel et bien atteint sa limite. Il comprenait que Claire, désormais, était prête à tout pour retourner la partie, et ne reculerait pas d'1 centimètre, quitte à s'exposer elle-même au danger.
Alors que Marc tentait de mesurer ses options, ailleurs, dans un petit appartement, encombré de dossiers et d'ordinateurs, Thomas s'entretenait à voix basse avec Claire. Il avait reçu de nouveaux messages encryptés, des avertissements cette fois moins voilés. L'affaire était désormais loin d'être seulement une question de personnes, tout le pouvoir de la préfecture était impliqué, et cette institution-là n'allait jamais encaisser le scandale sans riposter avec violence. Tu comprends? Claire, on ne s'attaque plus à un simple nom, mais à une structure qui jusqu'ici n'a jamais vacillé. Claire avait écouté, mais son choix restait clair. Elle observa son frère, assis à l'autre bout de la pièce, l'air soucieux et fatigué. Julien ne cessait de remettre en question la stratégie, et si tout ce travail se retrouvait d'un coup discrédité par leurs communicants? Si l'on nous tournait encore en ridicule, pire, si cela se retournait contre nous et que tout disparaissait du net en moins d'une journée? Les peurs de Julien étaient réelles, et elle ne pouvait pas lui mentir. Elle posa une main rassurante sur son épaule. « Tu sais, après tout ce que j'ai traversé là-bas, après avoir vu combien le silence peut tuer, il n'est plus question pour moi de laisser tomber ni toi ni les autres, » répondit-elle doucement. « On est peut-être sur le point de tout perdre, mais ce qui compte, c'est d'avoir tenté. Je préfère risquer l'humiliation ou l'attaque plutôt que la lâcheté. C'est peut-être ça le vrai courage, non ?» Thomas confirma, les lèvres serrées. « La préfecture, ils ne se contenteront pas d'ignorer. Ils vont contrer, salir, effacer et même menacer tout autour de toi. Mais si tu recules maintenant, ils gagneront à nouveau. Il faut publier tout en une seule fois, sur les réseaux, dans la presse, que ça prenne un lendemain de tempête. » Le regard de Claire s'embrasa. Elle comprenait très bien dans quoi elle s'engageait. La prochaine phase ne se jouerait plus seulement dans les dossiers et dans l'ombre, mais publiquement sur Internet, là où l'information circule à la vitesse de l'éclair et où, parfois, la vérité finit par percer les plus solides aux carapaces. Elle s'assura une dernière fois que tout était prêt. Les fichiers étaient sauvegardés sur plusieurs serveurs, protégés par des mots de passe impossibles à deviner. Les contacts principaux étaient informés, prêts à relayer. Elle lança enfin à Julien pleine d'assurance, malgré la peur. Leur système, c'est une forteresse, d'accord. Mais même les murailles les plus solides tombent un jour. On y va pour de bon. C'est à ce moment-là qu'est entrée en jeu Sophie, une journaliste dont le nom circulait dans tous les milieux, pas seulement chez les journalistes parisiens, classiques, mais aussi dans les réseaux militants et auprès des lanceurs d'alerte. Elle travaillait de façon indépendante, n'ayant jamais accepté une carte de presse officielle. Beaucoup, dans les grands médias, la jugeaient trop radicale, mais son courage et la précision de ses révélations avaient mis en difficulté bien plus d'un personnage puissant de la République. Certains chefs de rédaction refusaient même d'ouvrir ses mails, de peur d'être compromis, c'était dire à quel point sa réputation dérangeait. Claire la contacta en utilisant un canal sécurisé sur l'application Signal, préférant éviter tout ce qui pouvait être tracé. Elles se retrouvèrent dans un vieux café, près de la place de la Bastille, dans une salle à l'écart où personne ne prêtait vraiment attention à elle. Sophie arriva, casquette enfoncée sur la tête, un ordinateur portable sous le bras, toujours sur ses gardes. À peine installée, Claire posa le paquet de preuves sur la table, l'air décidé. Il faut que tout sorte d'un coup. Pas juste un scandale pour nourrir une chronique, mais tout, des noms, des fonctions et chaque dossier. Je ne veux pas de compromis. Il faut que personne ne puisse se cacher, qu'ils comprennent tous que la partie est finie. Sophie regardait chaque pièce fournie, presque sans cligner des yeux. Elle posa des questions courtes, précises. Comment les documents avaient été obtenus? Qui assurait leur véracité? Comment protéger les témoins? Pour elle, un tel dossier représentait à la fois un risque maximal et l'opportunité de faire bouger vraiment les choses. Claire insista. Rien ne devait être censuré, rien ne devait être édulcoré. Elle voulait l'effet du choc, voir s'effondrer l'assurance de tous ceux qui avaient construit ce système injuste. La journaliste acquiesça, le regard dur mais complice. Elle était sans illusion. Publier tout cela, c'était forcément attirer l'attention de ceux qui préféraient agir dans l'ombre.
Mais elle n'était pas du genre à reculer, et ce feu-là, elle savait comment l'allumer. Avant de partir, Sophie glissa simplement. « Préparez-vous à l'après. Quand tout ça sera dehors, aucun de nous ne pourra redevenir invisible. » Claire sentit la tension monter, mais aussi l'espoir d'enfin faire bouger les lignes, sans plus rien épargner à personne. L'explosion fut immédiate. Dès le petit matin, le site indépendant de Sophie publia la totalité du dossier, vidéos à l'appui, documents inédits et surtout les listes de noms, avec fonctions et commentaires. En moins de 2 heures, les premières captures d'écran circulèrent sur Twitter et Telegram, relayées par des comptes militants, puis par la presse plus classique, qui, cette fois, ne pouvait pas ignorer l'ampleur du scandale. Les images étaient dures à regarder. On y voyait Bertrand, le policier autrefois décoré, exercer une violence froide lors d'une interpellation sous le regard complice de collègues restés muets. Plus loin dans la séquence fuyait un échange de mails prouvant l'étouffement organisé des faits. Les groupes WhatsApp entre parents, collègues et habitants de plusieurs quartiers de Paris s'enflammaient. Chacun partageait la vidéo, certains avec dégoût, d'autres avec un étrange soulagement. Pour beaucoup, la confirmation que tout cela n'était pas des rumeurs, mais bien réel, apportait une sorte de validation douloureuse. Au fil des heures, les radios, puis les chaînes Toute Info prenaient le relais et invitaient spécialistes et politiciens à commenter l'ampleur de la crise. Dans les ministères, la panique devenait palpable. Une conférence de presse fut improvisée en toute hâte à la préfecture de police. Plusieurs responsables, d'abord sûrs d'eux, perdaient leur assurance devant la masse d'épreuves projetées sur écran géant par les journalistes. Impossible de juguler la fuite. Impossible de parler de montage ou de rumeurs, les documents venaient de partout, tous recoupés, tous vérifiables. Dans les rues, même la nuit suivante, on sentait la tension. Les cafés n'avaient jamais autant fait de bruit à minuit, les transports étaient pleins de discussions, chacun donnant son avis, se rappelant un tel qui, autrefois, avait parlé ou osé contester. La promesse de justice, si souvent répétée à la télévision et si rarement respectée, prenait enfin une épaisseur tangible. Des familles qui avaient souffert en silence voyaient leur douleur entendue, leur nom enfin prononcé publiquement. Pour la première fois depuis très longtemps, l'idée que le système pouvait plier face à la vérité n'était plus de l'utopie, mais un événement qui se vivait dans l'instant sous les yeux de tout un pays réveillé. La riposte ne tarda pas. En pleine nuit, alors que la ville bourdonnait encore des suites de la révélation, Claire entendit des bruits sourds s'approcher de la porte de son appartement. Elle n'eut que quelques secondes pour deviner que ce n'étaient pas des voisins, ou la police officielle. 3 hommes, vêtements foncés, visages presque entièrement cachés, enfoncèrent la porte sans se soucier des voisins. Ils n'avaient aucune marque évidente, pas le moindre brassard officiel, rien à part leur attitude, menaçante et la détermination froide dans leurs gestes. Mais Claire, qui n'était pas née de la dernière pluie et qui avait déjà connu la peur et le danger bien avant ce soir-là, ne se laissa pas faire. Depuis le début de l'affaire, elle avait pris ses précautions. Porte renforcée, téléphone en mode urgence, tout repliait à portée de main. Au moment où les intrus franchissaient le seuil, elle lança la bombe lacrymogène qu'elle gardait sur la commode, puis utilisa un bâton télescopique pour désarçonner le premier agresseur. Les 2 autres, surpris par la résistance, tentèrent de la maîtriser. Mais Claire, portée par la rage et la peur, réagit avec un sang-froid rare. Elle se défendit jusqu'à ce que les 3 hommes, aveuglés et désorganisés, prennent la fuite par l'escalier, laissant la porte fracassée mais l'appartement intact. Le quartier, réveillé par le vacarme, assista à la scène sans trop comprendre ce qui venait de se jouer. Quelques voisins osèrent sortir la tête, puis revinrent vite se terrer, conscients, au fond, que l'histoire qui secouait Paris pouvait maintenant pénétrer dans n'importe quelle cage d'escalier. Les sirènes retentirent 10 minutes plus tard, mais personne n'attendait que les secours officiels protègent qui que ce soit contre ce genre d'agression. Marc, prévenu dès le matin par Claire elle-même, se sentit pour la première fois
Depuis des semaines, autre chose que de la peur. Il y avait une étincelle d'espoir. Il comprenait désormais que la balance avait bougé. Claire avait tenu tête non seulement aux menaces, mais à la violence orchestrée. Pour Marc, le récit entier changeait de main. Ce n'étaient plus les bourreaux cachés derrière leurs uniformes ou leurs ordres secrets qui menèrent la danse, mais eux, les victimes, les lanceurs d'alerte, ceux qui refusaient de baisser la tête face à cette machine d'intimidation. Quelques jours plus tard, le palais de justice devint le centre de toutes les attentions. Les abords grouillaient de journalistes, de curieux, de familles, venus voir enfin tomber le masque d'une justice jusque-là sourde à leur souffrance. L'audience, retransmise en direct sur plusieurs chaînes et largement commentée sur les réseaux sociaux, marqua les esprits par son ambiance tendue et inhabituelle. Cette fois, il n'y avait plus place à l'oubli ou à l'arrangement discret. Chacun des faits, exposé à la lumière crue des preuves, força la cour à regarder la vérité en face. Le procès s'ouvrit sur un silence glacial. Les juges, d'habitude imperturbables, n'avaient plus le luxe de l'indifférence. Les avocats de la défense tentèrent brièvement de semer le doute, mais les éléments étaient accablants. Dossier après dossier, les vidéos, témoignages et documents ne laissaient place qu'à une seule lecture. D'un bout à l'autre, de la France, on suivait la progression du jugement comme un match décisif. Pour Marc, assis sur le banc des accusés, le soulagement montait à mesure que la confiance changeait de camp. Le verdict fut rendu plus vite qu'on ne l'aurait cru. La présidente du tribunal, voix grave, déclara la relaxe complète de Marc, après avoir souligné le rôle essentiel joué par Claire et tous ceux qui avaient refusé de se taire. L'annonce fut saluée par une ovation discrète dans la salle, mais bien plus vive à l'extérieur, où la nouvelle circula comme une traînée de poudre. Marc, libre, était redevenu un homme parmi les autres, lavé à la fois de la peur et du soupçon. Claire sortit du tribunal accompagnée de Julien, de Thomas et de quelques proches. Devant la foule et les caméras, elle prit la parole sans impréparation, avec cette sincérité qui la caractérisait. La justice vraie, ce n'est pas un privilège. Elle doit être une règle, pour tous, pas seulement pour ceux qui portent un uniforme ou ont des témoins pour eux. Il faut continuer le combat pour que même ceux dont personne ne parle puissent être entendus. Son message résonna dans les rues, repris sur Internet et dans les conversations de quartier. La nuit tomba sur Paris, paisible pour la première fois depuis des semaines. Claire, en rentrant chez elle, portait avec elle bien plus qu'une victoire judiciaire. Elle avait trouvé la force de ne plus jamais laisser le silence décider, pour elle ou pour les autres.